Merci Olivier, puis merci à tous les participantes de Smash. C'est ça, c'est moi, Mathie, et Justine qui est en dessous. Je ne sais pas si pour vous, il y aller au-dessus ou en dessous, mais en tout cas. Merci à tous. Puis c'est un grand plaisir de vous retrouver encore cette année. J'ai eu la chance l'année passée de présenter également à Smash notre superbe campagne de maprep.org. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre projet de podcast Détour en cours qu'on a lancé au mois de novembre 2020 et qui est donc toujours en cours. Avant de commencer notre présentation, j'aimerais reconnaître que le portail, Justine et moi-même, on est situé à Montréal, qui est connu sous le nom de Tiohtià:ke dans la langue des Kanien'kehá:ka. Donc, je voudrais remercier la nation Mohawk, Kanien'kehá:ka, qui est gardienne de ces terres non cédées et qui, depuis longtemps, sont un lieu de rencontre et de rassemblement pour diverses nations. Au niveau du contenu de notre présentation, on va aujourd'hui vous présenter le contexte du projet, donc vraiment d'où il est né, ainsi que les étapes de sa construction, pour nous attarder ensuite plus sur notre démarche et pourquoi on parle de podcast communautaire. Ensuite, on vous présentera nos apprentissages, puis quelques pistes d'intervention qui ressortent des épisodes qui sont déjà sortis. Au niveau de la forme plutôt de la présentation, on a choisi de ne pas projeter de PowerPoint. On se voit déjà si peu en ces temps de pandémie, donc on s'est dit qu'on allait vous présenter ça de manière plus informelle, puis on a prévu aussi un temps d'échange avec vous à la fin. C'est ça, comme vous allez voir nous face pendant toute la présentation. C'est possible qu'il y ait un chat ou un chien qui passe dans nos caméras. Donc, on vous remercie pour votre patience de ce côté-là. C'est les joies du télétravail. Donc, bonne présentation et merci d'être là. Je vais commencer par vous présenter le portail. Donc, le portail VIH-Sida du Québec, que je vais appeler portail pour des raisons de longueur de nom. C'est un organisme québécois qui donne de l'information et du soutien partout dans la province sur le VIH, les ITSS et la santé sexuelle en général. Donc, pour faire ça, on crée des contenus multimédia, des formations, des contenus sur notre site web, vous trouverez le lien dans le chat. On a aussi des services d'intervention en ligne, donc par texto, appel, clavardage et courriel. Donc, en tant qu'organisme de deuxième ligne provinciale qui donne de l'information et du support, on trouve qu'on est particulièrement bien placé pour développer des projets comme ceux qu'on va vous présenter aujourd'hui, que ce soit au niveau de la mission puis du territoire qu'on dessert. Avant de vous présenter notre projet de podcast, je voulais vous présenter un projet précédent qui s'appelle Accès Plus, où en fait, Accès Plus, c'est un projet de recherche communautaire qui a été réalisé par le portail en 2018 pour en fait documenter la réalité des personnes vivant avec le VIH au Québec, notamment dans leur accès aux soins dans la province. Donc, les objectifs de cette recherche, c'était d'explorer les parcours médicaux des personnes vivant avec le VIH au sein de systèmes de santé et des services sociaux au Québec en 2018. Également comprendre les barrières et les facilitateurs rencontrés au Québec par les personnes vivant avec le VIH dans leur accès aux soins et aux traitements. Et enfin, émettre des recommandations pour améliorer la compréhension des besoins de ces personnes qui vivent avec le VIH au Québec par les professionnels de santé et les services sociaux et des intervenantes communautaires. Donc, le projet de recherche Accès Plus, il est parti du constat qu'au Québec, la réalité de l'accès aux soins et aux traitements demeure vraiment plus complexe que celle qui est exprimée dans le discours public qui caractérise en fait souvent le VIH comme une simple maladie chronique aux enjeux quasi révolus. Donc, on pense maintenant que c'est ça, on prend un traitement, puis c'est correct. Donc, au portail, on trouve que les particularités du traitement antirétroviral, que ce soit le coût, les effets indésirables ou encore le stigma auquel il peut être associé, rendre la vie des personnes qui vivent avec le VIH plus complexe et plus diversifiée que ce qui peut être perçu. Donc, en donnant la voix aux personnes vivant avec le VIH au Québec pour qu'elles puissent partager leur expérience, Accès Plus a permis en fait d'identifier et de nommer les craintes, les barrières structurelles, économiques et les besoins qui sont négligés. Donc c'est ça. L'idée, c'était de comprendre encore une fois ce qui facilite ou ce qui freine l'accès aux soins VIH au Québec. Et vous allez voir que c'est aussi ce qu'on a voulu faire avec le podcast. Donc, Accès Plus, ça a été réalisé à partir de 22 entrevues dans 7 régions du Québec avec des personnes vivant avec le VIH. Donc maintenant, pourquoi un podcast? En fait, on s'est dit, l'idée, c'était de faire suite à Accès Plus parce que le projet de recherche, en fait, le rapport de recherche fait comme 70 pages, puis on se doute que ce n'est pas forcément la meilleure manière pour éventuellement diffuser les résultats. Puis on se disait que justement, toutes ces personnes qui vivent avec le VIH au Québec, comme on a besoin d'entendre leur voix, puis
quelle que soit leur région. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire suite à ce projet de recherche en diffusant les données recueillies et en allant même plus loin dans la démarche. Donc, on recherchait un médium qui soit à la fois accessible, qui respecte les limites qui peuvent être liées au dévoilement, par exemple, et qui, en même temps, favorise l'aspect humain, intimiste et le partage d'informations. Donc, pour nous, le podcast, le format podcast, ça répondait vraiment à ces critères. Et puis, on sait que c'est bien en vogue en ce moment. Il y a comme des podcasts partout. Donc, on a décidé de surfer sur la vague podcast, puis de s'en aller vers ce médium-là. Donc, au niveau de la démarche et de la construction du projet, on a accordé vraiment une partie importante dans nos réflexions à la consultation. Donc, on a vraiment souhaité que notre projet il soit validé et construit par et pour la communauté. Donc, on a créé un comité conseil représentatif. Donc, parmi ce comité conseil, il y a 2 personnes qui vivent avec le VIH à Montréal. Comme c'est un projet provincial, il y a aussi une personne qui vit avec le VIH hors Montréal. Il y a aussi un professionnel de santé, en fait, un médecin qui travaille dans une région autre que Montréal, et aussi une personne qui travaille dans le communautaire VIH dans un organisme québécois, puis qui s'atteint plus au côté recherche communautaire. Donc, ce comité-là, il a été consulté sur la construction du projet, par exemple, le format du podcast, les thèmes à aborder, même le graphisme, c'est eux qui l'ont choisi. Donc, c'est vraiment eux aussi qui donnent une rétroaction sur les épisodes et ils nous aident à trouver des personnes. Ils orientent vraiment le projet. Nous, on aime voir ça comme de la co-construction. Donc, on se complète bien là-dessus. Pour ce qui est des choix des régions, puis aussi des sujets, le projet s'étend sur une période d'1 an. Donc, on a tenté en fait de sélectionner 12 régions qui ont des réalités, des enjeux différents pour faire vraiment le portrait sur l'accès aux soins qui est le plus complet possible. Puis aussi, ayant commencé au mois de novembre avec des restrictions sanitaires qui sont assez élevées, bien, le choix des régions s'est fait en fonction de notre proximité avec Montréal. Donc, à date, on a fait 5 enregistrements dans la région de Montréal, la Mauricie, Québec, l'Outaouais, puis les Laurentides. Pour le recrutement des intervenants et des intervenantes, on recrute toujours 3 personnes par région. Donc, une personne vivant avec le VIH, une intervenante ou un militant, militante, puis un fournisseuse de santé, donc de soins de santé. On recrute les intervenants, puis les intervenants en contactant toujours en premier lieu les organismes communautaires qui sont spécialisés en accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Donc, une fois que le contact est fait, c'est généralement eux là, qui sont les plus en mesure de nous référer une personne vivant avec le VIH qui est à l'aise de nous parler de son expérience d'accès aux soins. C'est aussi intéressant que ce soit les personnes directement sur le terrain qui choisissent les personnes parce que bien, ça leur donne une possibilité de choisir aussi les enjeux qui sont plus spécifiques à leur région, qu'elles constatent aussi sur le terrain. Pour l'enregistrement, bien, les entrevues se font toujours sur les lieux choisis des personnes interviewées. Donc, on s'adapte vraiment à la disponibilité de tous, ce qui fait en sorte qu'on doit avoir du matériel assez mobile. On utilise le minimum, donc un micro, un ordi, une carte de son. Puis dans le montage, par la suite, on coupe les questions, nos questions en fait, puis on met en face vraiment sur ce que disent les personnes interviewées. On fait ce choix-là consciemment pour mettre l'expérience de la personne vivant avec le VIH au centre de l'épisode, aussi construire à partir de ce qu'elle nous dit. On veut un contenu qui reflète vraiment en premier lieu son expérience, en y ajoutant par la suite aussi les observations des intervenants, des professionnels de santé. On veut se baser sur le vécu de la personne vivant avec le VIH aussi pour challenger puis pour remettre en perspective les autres discours des personnes qui fournissent les soins. La narration aussi est le moins présent possible, sauf dans le but aussi de vulgariser, de détailler peut-être certains concepts nommés par nos intervenants et intervenantes, mettre aussi en perspective les témoignages, puis aussi les appuyer avec nos données Accès+. Pour ce qui est de la promotion et la diffusion, là, Mathie en parlait tantôt, mais on navigue un peu dans une panoplie d'offres de podcasts, donc c'est assez difficile de se démarquer. Donc, on a eu l'idée de faire la promotion du podcast en utilisant des extraits qui sont illustrés par une animation 2D en motion design. Donc, non seulement ça rend le contenu plus accessible, mais aussi c'est l'occasion de partager des perles là, que les gens vont nous dire, vont nous exprimer lors des entrevues. Présentement, on a animé un extrait qui nous vient de notre intervenante de Québec, qui est Patrick, qui nous raconte une situation qui arrive régulièrement pour une personne vivant avec le VIH lorsqu'il ou elle révèle son statut sérologique dans un contexte de dating. Donc, on va vous montrer cet extrait-là à l'instant. C'est le moment où je partage mon écran et où c'est possible qu'il y ait des enjeux technologiques. Donc, restez avec moi.
J'ai fait ça comme depuis 1 an, 50 000 fois, mais c'est toujours la fois où on veut pas que ça plante. C'est bon. C'est pas facile, ça sera jamais. Là. Ça arrive encore des fois qu'il y a quelqu'un chez nous, puis que là, ouais, mais là, ben oui, je suis positif. Puis ça arrive des fois qu'il se passe rien, parce que là, les flabbergastés, il y en a un qui est parti chez nous une fois, là, je l'ai traumatisé ben raide, là. Je pense qu'elle n'est pas de connaissance. Là, j'ai pris le temps de lui expliquer, puis c'était quoi, hein, puis c'est gentil qu'il soit resté, genre, pour écouter ce que j'avais à dire. Mais là, après toute cette histoire-là, là, je l'avais assommé. Puis j'ai dit, tu sais, ce que je te dis, tu le crois peut-être pas. Puis je te comprends. Tu sais, je suis qui, moi, pour t'expliquer c'est quoi. Puis je suis pas un médecin, tu sais, t'as pas la vérité absolue. Mais j'ai dit, vas-y voir un médecin, puis informe-toi c'est quoi. Puis il va peut-être pas t'expliquer ça de la même façon que moi, mais il y a des chances que ce qu'il va te dire, ça va être la même chose. Parce que j'explique ça un peu comme un dessin à un enfant. Il y a une petite bébite, puis là, la petite bébite, elle va dans l'œuf. Puis la petite bébite, c'est le VIH, puis là, ben, c'est les cellules. Fait que là, le petit médicament, lui, il fait dormir la bébite dans l'œuf, puis l'autre, il ferme l'œuf, fait que ça empêche la bébite de sortir, mais elle dort déjà, fait qu'elle n'a pas le goût de sortir. Je vous explique ça de même, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, si t'expliques ça avec les termes, puis pas personne ne comprend. Là. Même nous autres, quand ils nous annoncent ça chez le médecin, tu sors de là, t'as rien compris de ce que t'as dit, là, des yeux pleins d'eau, puis... Voyons, mais si le médecin m'avait expliqué ça de même, même après avoir mangé un coup de masse d'en face, j'aurais compris. Je l'ai revu peut-être 2-3 mois après le gars, puis il dit Patrick, il dit t'avais raison, je me suis fait prescrire la PrEP, puis tu sais, j'ai fait quelque chose de bien, sans nécessairement, tu sais, c'était pas mon intention à la base là, de faire son éducation sur le VIH, puis sur les moyens de le prévenir. Donc, c'est pour l'instant le premier extrait, mais on va en avoir d'autres qui vont venir. C'est super riche d'user de la créativité pour illustrer les extraits, là, puis faire la promotion du podcast. Pour ce qui est des épisodes passés, on peut déjà faire un survol de certains enjeux qui ont été abordés avec les régions qu'on a visitées. La réalité est très différente dans chacune des régions qu'on a visitées, mais certains besoins et des enjeux qui ont été nommés par les personnes vivant avec le VIH sont assez semblables, même si la manière d'y arriver là, diffère selon les territoires où on se situe. Donc, d'abord, le besoin des personnes. On nomme par exemple le besoin d'avoir des centres où les services en soins VIH soient intégrés à d'autres ressources. Par exemple, des ressources en soutien psychosocial, soutien économique, pour aussi raccrocher le plus possible les personnes vivant avec le VIH aux soins, qui sont souvent aussi très peu adaptés là, aux réalités des personnes. On parle aussi du besoin d'éducation sur le VIH, qui reste une infection encore aujourd'hui très stigmatisée parce qu'on l'associe à tort à de nombreux préjugés. On nomme également que les services de santé plus traditionnels ne sont pas adaptés aux personnes utilisatrices de drogue, ce qui crée une autre barrière quand on parle d'adhérence aux soins. On remarque aussi un grand manque de confiance des personnes UDI, travailleuses du sexe, personnes migrantes, personnes trans, entre autres, envers les institutions de santé, puis avec raison, parce qu'elles vivent la stigmatisation au sein même de ces institutions-là, ce qui crée une barrière en soins, puis aussi en dépistage des ITSS. Si on parle plus des enjeux soulevés par les intervenants puis les intervenantes issus du milieu communautaire, on nomme de manière assez unanime le manque de financement des ressources, le manque aussi de pouvoir décisionnel, si on fait la comparaison avec les centres institutionnels, puis versus aussi les grandes responsabilités qu'ont les organismes là, pour pallier au trou de service. Aussi, on parle de la difficulté à entrer en contact avec les populations plus stigmatisées pour tenter de démocratiser les soins et les dépistages le plus possible. Ensuite, on a les initiatives innovantes aussi. On met une grande emphase sur les initiatives innovantes. On présente entre autres le modèle de clinique communautaire où les pratiques en soins de santé s'adaptent aux réalités vécues par les personnes qui fréquentent les services pour vraiment tenir compte des facteurs qui affectent la santé globale. On parle aussi de l'importante présence des pères aidants,
dans les organismes qui contribuent non seulement à penser les services, mais aussi à faire le pont entre les usagers, usagères, les intervenants, intervenantes, en créant des liens de confiance vraiment très précieux. C'est aussi une occasion pour elles de briser l'isolement en s'impliquant au sein de la communauté. Le travail intersectoriel entre le réseau de la santé et les organismes communautaires pour faciliter l'accès au dépistage et aux soins, ça aussi, c'est encore super important, notamment aussi en faisant du outreach dans les milieux de vie, donc en faisant, par exemple, la distribution de matériel d'injection, matériel de protection, offre de dépistage sur place aussi, sans les contraintes un peu du rendez-vous puis des plages horaires, aussi en finançant les projets des organismes. Puis finalement, on voit aussi qu'il y a quand même des tendances dans les pistes d'intervention à privilégier. On parle évidemment de l'approche en réduction des méfaits, ce qui implique aussi le non-jugement, la remise en question de nos propres préjugés et de nos pratiques stigmatisantes, la création de services par et pour les personnes concernées. On parle de favoriser la socialisation, briser l'isolement des personnes vivant avec le VIH, diffuser de l'information fiable, accessible, vérifiée sur le VIH. On parle de l'approche intersectionnelle, le outreach actif-passif, l'approche à bas seuil, puis aussi la santé globale. C'est ce qu'on voit un petit peu pour les épisodes passés. Puis pour les épisodes à venir, on va être, par exemple, pour le mois de mars en Outaouais, avec le BRA, puis dans les Laurentides aussi pour le mois d'avril. Puis si vous voulez en fait plus de détails, on a fait des récapitulatifs de nos épisodes déjà passés. On va en faire aussi dans le futur, donc ça va être aussi disponible sur notre site web. Donc, c'est ce qui conclut. Donc, c'est pas mal ça pour notre présentation. Puis c'est ça, les résumés des épisodes, c'est parce que des fois, écouter entre 30 et 50 minutes d'épisodes, des fois, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, on a mis aussi, on va rendre disponible des résumés des épisodes, justement, qui reprennent un peu ce qu'on vous a présenté comme les besoins exprimés, qui est ce qu'on a rencontré, les pistes d'intervention. Et aussi, on relie, comme l'a dit Justine, que ce soit dans la narration ou dans nos résumés, vraiment les données du projet de podcast aux données de projet Accès Plus que je vous ai présenté. Donc, c'est pas mal ça pour notre présentation. Puis, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre.